allez bien. Vous le savez, tous les mois, à cette période plus ou moins, donc à la moitié du mois, je fais cette vidéo pour mettre en avant des sorties donc, qui couvrent ce mois, donc ici du 1er février au 29 février. Et autant vous dire que ce mois-ci, il y avait beaucoup de sorties intéressantes. Preuve étant, j'ai précommandé, déjà ça arrive assez rarement, 3 livres, encore plus, dont 2 reliés. J'aime autant vous dire que mon banquier n'est pas du tout content. Surtout que c'est ce mois-ci où je pars en vacances. Du coup voilà. On va parcourir un petit peu tout ça. Alors j'ai sélectionné 10 livres. J'aurais pu en mettre plus, mais à un moment, voilà, il faut quand même un peu canaliser le truc. Et on va attaquer directement avec le premier, parce que sinon la vidéo risque d'être assez longue. Donc let's go. En date du 1er février sort l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je vous mets la couverture ici comme d'habitude. Et honnêtement, je vais vraiment découvrir ici le résumé en même temps que vous. Parce que c'est vraiment à nouveau la couverture qui m'a juste appelée pour le coup. J'attends quand même d'avoir plusieurs retours avant de savoir si je veux vraiment la voir ou pas. Mais clairement cette couverture un peu witchy ou quoi, ouais, je la trouvais quand même assez sympa. Et donc je me suis dit hop là, je te mets dans la sélection et je découvrirai bien le résumé. Et au pire si ça me plaît pas, je le coupe au montage. Et du coup ce résumé en question nous dit: Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique, alors, Franskis, aucune idée de comment on prononce ce mot, désolée. Bref, pour étudier les recluses, les faits les plus rares du monde. Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant en fait des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. En fait, je m'attendais pas à ce genre d'histoire. Je sais pas en quelle catégorie il est. Du coup, visiblement plus quand même une romance. Forcément un peu plus du fantastique ou en tout cas de la fantaisie. Un de deux. Et forcément les petits peuples avec les fées. Mais je pense pas que je m'attendais à une histoire d'amour quand même aussi marquée. Donc en bref, je sais pas si elle va me tenter plus que ça. Mais je le note parce que je l'ai vu passer chez plein de gens et je sais que visiblement il est assez attendu. Donc pareil, comme d'habitude, je vous file au moins l'info comme ça. Et ouais, à défaut de m'intéresser plus que ça, en tout cas la couverture vraiment est très jolie. Ensuite, le 1er février également est sorti L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset. Et à nouveau, je ne me suis pas vraiment attardée sur ce résumé. Parce que c'est vraiment le côté cartomancienne qui m'a eu pour le coup. Pareil, j'ai vu plusieurs personnes en parler, je pense notamment Manon de Vibration Littéraire. Et c'est comme ça qu'il a retenu mon attention tout simplement. Donc pareil, je vais maintenant m'attarder sur ce résumé et le découvrir au final en même temps que vous. Paris, début du 19e siècle. Louise survit dans la rue comme une diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle est dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marie-Anne Lenormand à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne, jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer à la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. De la cour de l'impératrice Joséphine au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante car les dangers sont nombreux dans ce monde de complots, de jalousie et de traîtrise. Pour le coup, là, le résumé me botte déjà vachement plus que le précédent.
Je n'ai aucune idée par contre, est-ce que c'est un one-shot, une série ou quoi? Comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, je ne m'enseigne jamais vraiment beaucoup avant de tourner ces vidéos-ci. Mais en tout cas, clairement, il me fait très très envie. Parce que j'aime bien cet aspect de liseuse de bonne aventure, de finalement, est-ce que c'est vraiment que de la mascarade, est-ce qu'il y a une part de vrai derrière, etc. Donc je sais pas, c'est un aspect qui m'intéresse en tout cas. Et pour le côté effectivement un peu plus enquête, meurtre, policier, etc. Il peut être bien sympa aussi, on parle de trahison, le complot, etc. Donc à mon avis, il y a plein de petites choses comme ça où on a envie de grappiller et de tirer un peu le vrai du faux. À mon avis, ça doit être un peu aussi un page turner pour arriver jusqu'à cette conclusion, à cette fin. Ou en tout cas jusqu'au tome suivant, à voir. mais clairement, il titille bien ma curiosité. Et j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas si vous le verrez du coup suffisamment sur la miniature. Mais il y a un visage comme ça qui est en fond et qui pareil... quand même retient pas mal mon attention. Donc pour le coup, ouais, il n'y a pas que ce visuel qui m'intéresse. Et je crois que je vais l'intégrer à ma wishlist, même s'il est clairement pas encore dans les priorités, contrairement aux autres que j'ai achetés, que vous verrez ici par la suite. Ensuite, on a plusieurs sorties à la date du 7 février. Et là, si vous savez, vous savez. Parce que du coup mon premier achat, ma première précommande pour être plus précise, et comme beaucoup de gens, il s'agit de Force Wing, donc le tome 1 que vous voyez j'ai acheté en édition reliée collector. Mais quelle beauté! Oh là là, j'ai l'impression que depuis le début de la vidéo, je parle beaucoup des visuels. Mais alors celui-là, il m'a tellement eu. je peux être coupable, mais regardez ça, enfin, il est juste sublime. Le jaspage, pourtant franchement, c'est pas d'habitude l'argument qui va me convaincre plus que ça. Mais le jaspage avec les dragons et tout, il est sublime. Enfin voilà, de manière générale, ça brille, il y a des dragons. Voilà. Je sais que c'est de la romantaisie. J'ai oublié de le dire aussi, mais c'est écrit par Rebecca Yarros, du coup. Vous le voyez aussi. Voilà, c'est pas tant l'aspect romantaisie, vous vous doutez bien, qui m'a appelée dans ce livre. C'est clairement, très clairement, les dragons. et ouais, je l'ai entrouvert et tout, et je ne suis clairement pas déçue. Hop, je vais vous donner un visuel comme ça, voilà. Hop, plus complet. Et je suis clairement en amour sur ce livre. J'ai aussi halluciné totalement sur la com qui a été faite du coup chez Hugo Roman sur les réseaux. Parce que c'était franchement un travail de dingue qui nous ont produit pour cette sortie qui était hyper attendue comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir craqué. Même si, contrairement à du coup à nouveau beaucoup de personnes, je ne compte pas le lire là dans l'immédiat, puisque il s'agit, je pense, d'une trilogie, là je suis pratiquement sûre. Et comme d'habitude, je vais attendre en fait que tous les livres sortent. Et oui, je vais continuer à les acheter dans cette collection sans avoir lu le premier. Voilà. On va rien dire là-dessus. mais sinon, pour le résumé, je vais quand même vous en parler un minimum autre que de l'objet livre. Et il m'a fait très envie parce qu'il nous dit « Passer toutes les épreuves ou mourir ». Déjà, cette phrase-là, des épreuves, voilà, on part sur une bonne base, quoi. Puis on nous dit « Rien ne prédestinait Violette Sorrengail à être cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions, et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière. L'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule. Car les dragons ne se nient pas aux humains, fragiles, ils les brûlent. Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes.
Violette va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Ça a l'air complètement dingue. Franchement, genre l'univers des échos qu'on a, voilà, des retours anglais sont géniaux. Alors, faut quand même s'en méfier habituellement parce que voilà, c'est souvent quand on entend trop parler d'un livre, après on va vite être déçu ou quoi, et c'est aussi pour ça que je ne lis pas directement. Je vais clairement attendre aussi que toute la hype autour soit redescendue. D'avoir des avis un peu plus détachés, un peu plus construits ou quoi. De savoir justement si tout l'univers dans lequel ça se déroule à Navarre est suffisamment bien construit aussi, qu'en est-il pour les personnages, etc. Mais clairement, des épreuves avec des dragons, juste c'est le livre qu'on attendait, je pense, beaucoup depuis longtemps. Et donc je suis trop contente de l'avoir dans mes mains aujourd'hui. Voilà, je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire en plus que ça, si ce n'est que pareil dans les retours que j'ai vus d'articles ou de gens ou quoi, pour l'instant, j'ai beaucoup vu que justement la romance, en tout cas, arrivait tout doucement, et ce n'est que tant mieux, et que visiblement, en tout cas pour le tome 1, la suite on verra, mais elle ne prenait pas trop le dessus non plus sur le reste de l'histoire, que normalement le monde se met suffisamment en place, etc. Progressivement. Donc ça c'est clairement un bon point aussi. Et puis voilà, si vous voulez un retour, un avis sur ce livre, c'est pas moi qui vais vous le donner rapidement. Mais voilà, vous en aurez des dizaines et des dizaines sur d'autres chaînes YouTube, sur Instagram, évidemment, etc. Et franchement, même mes pages de fil, je sais pas, de pub, etc. Sur Google ou quoi, n'arrêtent pas de m'envoyer des articles du coup sur finalement qu'est-ce qu'il vaut. Et franchement, tous les retours pour l'instant sont très bons. Donc je m'attends clairement à une des plus grosses sorties qu'on a eues, forcément qui sont attendues cette année, mais aussi qu'on aura eu sur ces dernières années. J'attends vraiment un niveau très qualitatif pour cette série. J'ai pas envie de dire que ça va être le nouveau Hunger Games ou un truc comme ça, mais je pense clairement qu'il va marquer en tout cas les esprits, et tout du moins c'est ce que j'attends de lui. Donc je croise les doigts pour qu'il réponde un peu à ses attentes et qu'il soit clairement trop surcoté quoi. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant je suis hyper heureuse d'avoir fait son acquisition, d'avoir pu ouvrir le petit colis ici pour le déballer, etc. J'étais vraiment toute folle. Et du coup voilà, je ne regrette pas cet achat, qu'on se le dise. En date du 7 février, toujours, je vous l'ai dit aussi, il y en a plusieurs. Il y a ceci, donc c'est le Chant des voiles de Tiffs. Et je ne l'ai pas en ma possession parce que je pense que je vais le recevoir pour mon anniversaire. Parce que ma meilleure amie, en gros, plus ou moins m'a dit, quand j'en avais parlé sur Instagram, ah tu l'as acheté? Et puis après, j'étais genre, non, pas encore. Elle m'a dit, surtout le fais pas. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Elle m'a dit, juste le fais pas. Donc je pense que c'est un peu dans les projets. Et donc je ne l'ai pas encore en main propre. Mais clairement il me fait très envie. Donc si je le reçois, je serai super heureuse. Et si je ne le reçois pas, je lui demanderai après pourquoi. Et dans tous les cas je l'achèterai. Voilà, comme ça on est clair. Et déjà pareil, j'ai l'impression que je dis que ça depuis le début de la vidéo, vraiment. La couverture est sublime. Je trouve qu'elle est vraiment hyper marquante, impactante comme ça, percutante, tout ce que vous voulez. Et voilà, maintenant vous commencez à le savoir, les livres de pirates m'attirent. Donc, celui-là aussi. C'est un livre donc, qui avait été, je pense, auto-édité et qui était passé par une campagne Ulule, si je dis pas de bêtises. J'en ai entendu parler que très tardivement, et visiblement la campagne du coup était déjà terminée au moment où j'en ai parlé, mais voilà, on sait maintenant que le livre est à paraître donc à partir du 7 février. Et pour ce qui est du résumé, on nous dit: l'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède, peu importe qu'elle soit une femme. Sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Andavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel,
Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement que l'Endeavour n'est rien de ce qu'il laisse paraître. C'est hyper intriguant. Bon, déjà, on a une héroïne qui, voilà, je vais pas dire elle a l'air complètement badass parce qu'à mon avis elle va voilà, un peu chercher ses marques, enfin prendre ses marques au début de ce qu'on voit ici du résumé. Bon voilà, je pense que l'assurance va venir au fur et à mesure au compte-gouttes. Mais voilà, le fait d'avoir une héroïne en mer, voilà, déjà, en tant que lecteur, on aime plutôt bien se projeter là-dedans, hein, on va pas se mentir. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment ça. Et ben pareil, le personnage ici de Axel annonce aussi quelques petites frictions, etc. Que j'aime bien retrouver quand je lis de la piraterie. Pas forcément tout type de roman, mais en tout cas la piraterie, voilà, c'est un trait que j'accepte volontiers, en tout cas dans l'image que je me fais de la vie sur un bateau des pirates, un peu à la dure, essayer de faire tes preuves d'abord, etc. Donc franchement pour l'instant ça colle vraiment bien à ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de lire dans le domaine de la piraterie. Et clairement la couverture a terminé de me convaincre, on va vraiment pas se mentir. Je suis aussi assez étonnée du choix du prénom de Lucas pour une fille. Donc ici c'est L-U-K-A. Parce que j'ai rencontré plusieurs Lucas qui étaient à chaque fois des garçons. Et jusqu'à ce jour je ne savais pas en tout cas que c'était un prénom mixte. Du coup j'étais un peu un peu étonnée quand même, mais je me suis dit allez, tu sais quoi, juste pourquoi pas quoi. Et donc j'ai hâte de suivre Lucas dans son périple, de voir pareil tout ce qu'elle va découvrir sur qu'est-ce qui se cache derrière ce paraître, etc. Et il me fait très 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 envie. Donc lui clairement il sera lu cet été, quand à partir du moment où il fera beau, il fera chaud, etc. C'est-à-dire pas du tout maintenant. Parce que pareil vous voyez peut-être au visuel avec les couleurs ou quoi. Mais j'ai très 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 peu de luminosité en ce moment. Ici j'ai dû rallumer toutes mes lampes ou quoi. Mais il y a quelques rayons de soleil entre deux. Mais sinon c'est très très nuageux quand c'est pas pluvieux du matin au soir. Enfin bref, tout ça pour dire que clairement ce livre va arriver donc ce mois-ci. Sûrement dans mes mains le mois prochain. Mais dans tous les cas, je le sortirai de ma bibliothèque en été. Quand j'aurai besoin d'un petit coup de frais comme ça. Donc j'ai déjà hâte. Troisième livre, on a du coup Dark Fairy Tale, le tome 1, La malédiction des roses. Hop, à nouveau petite couverture. Et c'est de la dark fantasy. Et clairement, depuis que j'ai lu La Guilde des Ombres, j'ai envie de découvrir d'autres histoires un peu de dark fantasy, de réécriture de contes un peu plus dark ou quoi aussi. Et clairement, j'en ai ajouté plein à ma wishlist parce que je me suis dit, Lise, en fait, t'aimes bien. Et même si j'ai pas envie de lire que ça, j'ai envie d'en relire à nouveau par la suite. Et donc j'ai repéré celui-ci, je pense, aux éditions Corrigan, si je dis pas de bêtises toujours. Et le résumé a quand même réussi à retenir mon attention. Puisque visiblement il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Et voilà, j'aime assez bien ce genre de réécriture. En tout cas c'est un conte que j'aime bien voir réécrit plusieurs fois. Je trouve qu'il s'y prête bien. Et le résumé nous dit « La bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars, le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe. Mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. » Voilà. Ça pose légèrement le décor, ça dit ce que ça dit, donc c'est une réécriture de conte. Voilà, c'est parce qu'on sait que ça va être de la dark fantasy ou quoi, que ça va un peu décliner pour ce côté un peu justement prisonnière, etc. Elle va courir à sa perte. Donc ça n'est pas grand chose, pas plus que ça. Mais ça a quand même suffisamment retenu mon intention. Et je pense, pareil si je dis pas de bêtises, que je l'avais vu passer dans une vidéo de Stacy, donc Stacy Story. Je pense que c'était chez elle que je l'avais vu en premier.
Et du coup voilà, pareil, j'attends plus de retours avant vraiment de les ajouter tels quels à ma wishlist, à voir s'ils vont devenir vraiment prioritaires, intégrer ma bibliothèque, etc. Parce qu'on le sait tous, on n'a pas le temps de lire tous les livres du monde, donc à un moment, choisir c'est renoncer. Mais voilà, je pense que pour l'instant il y est. J'attends aussi un peu plus de retours, de voir un petit peu pareil comment va se dérouler l'histoire d'amour. Est-ce que du coup on va prôner ça à fond, ou est-ce que justement l'héroïne va un peu se dire ok, c'est pas foufou ce qui se passe ici. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu des retours là-dessus. Mais franchement, il m'intéresse quand même franchement pas mal pour l'instant. Donc il a toute sa place dans cette sélection et peut-être qu'il vous intéressera aussi. On passe ensuite au jour suivant, donc le 8 février, sortait De silence et d'ombre, qui fait partie donc des 3 livres que j'ai achetés. Et j'attendais de le recevoir, d'avoir en main propre pour tourner cette vidéo. Et du coup, c'est le tome 2 de Lune et de Sang, donc toujours publié chez Lumen. Les 2 couvertures se ressemblent beaucoup. J'ai la flemme d'aller chercher l'autre là-bas au-dessus. Mais bref, j'ai les 2 en ma possession. Et les 2 couvertures donc, voilà, se ressemblent. C'est une duologie, je trouve qu'elles se répondent beaucoup visuellement aussi. Donc j'aime vraiment beaucoup les 2. Pour le côté un peu plus, je vais pas dire fleuri parce que c'est pas des fleurs, mais rêbassé on va dire. J'ai très envie aussi de lire les 2 tomes, pas pour les challenges en cours, donc pas pour le Beige Sagram ni le Cold Winter, mais pour le suivant qui sera sur le printemps, parce que voilà, le contenu est assez sombre quand même. Je ne sais plus si on considère vraiment en thriller ou quoi. Je réfléchis, mais de mémoire, je pense que c'est un mélange entre plutôt de la fantasy et un policier. Et une réécriture j'ai déjà du compte, mais non, de la légende de Jack l'Éventreur. Voilà, de mémoire, c'était ça en tout cas. Du coup, je vais pas vous lire le résumé qu'il y a ici à l'arrière, d'autant que Lumen aime vraiment bien spoiler déjà à la fin. Enfin, ils sont beaucoup trop longs, c'est les résumés de Lumen, hein, donc on va clairement pas faire ça. Mais du coup, ici, je reprends le résumé du tome 1 de Lune et de Sang. Et lui, par contre, nous disait: lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme, expert en la matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais surtout être la clé de tout. Bon du coup j'imagine que voilà, ça c'est des personnes qui vont mener l'enquête, j'imagine en tout cas, vu que je n'ai pas lu le résumé du tome 2. Mais clairement, il me tente vraiment beaucoup. Dès la première lecture que j'avais eue de ce résumé, qui est sorti l'année passée, mais je ne sais plus, je pense qu'il y a un an, voire peut-être plus. Voilà, c'est vraiment ce côté déjà mi-pouvoir au niveau de la lune. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, les effets de la lune sur notre corps, etc. en général, comme sur pour recharger mes pierres ou des choses comme ça. Donc vraiment au niveau perso, c'est un élément que j'aime vraiment beaucoup. Donc un pouvoir qui viendrait de là, ça c'est chouette. Et combiner ça à un meurtrier et des échos que j'ai maintenant depuis visiblement du Jack l'Éventreur, c'est clairement un combo pour moi qui, à mon avis, va être gagnant. Donc je ne m'attends pas à un coup de cœur, mais je m'attends clairement à apprécier beaucoup ma lecture. Et j'aurai bientôt la réponse parce que d'ici quelques mois, je les aurai lus tous les 2, clairement. Et ce tome 2 ne va pas faire long feu dans cette bibliothèque. Et voilà, j'ai vraiment hâte de les découvrir, d'avoir le fin mot de l'histoire. En plus, une duologie, j'en ai vraiment pas beaucoup dans ma bibliothèque, donc ça va clairement me changer
de d'habitude et le rythme est aussi voilà, différent comme d'un one shot ou d'une trilogie ou plus long. Et du coup voilà, j'ai aussi envie en fait voilà, de retrouver ce rythme d'une duologie. Ça faisait un petit moment que je cherchais vers laquelle me tourner. Et du coup l'arrivée de ce tome 2 tombe nickel pour ça. Ensuite, en date du 14 février, c'est-à-dire n'est-ce pas la Saint-Valentin, pour ceux qui le fêtent, sort ce livre-ci, donc La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. Et pour pas me répéter, n'est-ce pas, je trouve que la couverture était assez chouette. J'aime bien les tons, le mélange de mauve comme ça, de vert, etc. qui de base ne vont pas hyper bien ensemble, mais je trouve que là ça se marie vraiment très bien. Et pareil, je ne sais plus vraiment chez qui je l'ai vu passer. Et c'est à ce moment-là qui m'avait voilà, pareil, attiré mon attention. Mais bref, le résumé nous disait: dans l'Angleterre de l'après-première guerre mondiale, une jeune femme hérite d'une mystérieuse bibliothèque et de ses puissants secrets. D'un trait de plume, Evie Radcliffe, 23 ans, devient Lady Hayworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Evie n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle maison. Mais l'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants. Cependant, un trésor l'attend derrière ses portes closes, une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Evie se sent irrésistiblement attirée par ces étagères, poussiéreuses, où des œuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté. Des rumeurs tourbillonnent dans le village sur les anciens propriétaires, sur les fantômes et les malédictions, et sur un manuscrit énigmatique. À mesure que les événements deviennent de plus en plus sinistres, il appartiendra à Evie de découvrir le mystère de la bibliothèque afin de récupérer sa propre histoire avant qu'elle ne disparaisse à jamais. C'est hyper intriguant, hyper mystérieux. Et là maintenant je viens de terminer aussi Galante de V. Schwab. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu, je vais pas dire similaire non plus, mais voilà, quand même pas mal de similitudes et que c'est les mêmes choses qui m'appellent chez les deux livres. Clairement, une bibliothèque qui aurait un peu sa propre identité en tant que lecteur, c'est assez attirant, cette bibliothèque. Hein. C'est suffisamment mystérieux, intriguant pour capter mon attention aussi, comme je vous le disais. Et je sais pas, le côté un peu manoir, un peu sombre qu'on retrouve ici, le côté peut-être petit ragot aussi de village, les gens méfiants et tout, qui doivent être dit à demi-mot. À mon avis, pareil, on doit avoir l'histoire vraiment à nouveau au compte-gouttes, avec quelques éléments qu'il va falloir mettre en place dans sa tête au fur et à mesure. Et pareil, j'attends beaucoup de retours dessus parce que clairement, je sais pas, franchement, il me botte et j'ai du mal à dire autant pourquoi. Parce que voilà, le sujet reste un peu basique du manoir comme ça. Mais je sais pas, ils ont réussi à titiller ma curiosité en tout cas. Et je sais pas si c'est la couverture ou si c'est vraiment un truc précis dans le résumé, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais je sais pas. Et puis même, le côté d'après-guerre qu'on trouve pas souvent, mais voilà, qui peut mettre une atmosphère aussi par rapport à ça. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui réussissent à m'intéresser au final dans ce court résumé, dans le peu que j'ai. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus dessus, tout simplement. Le 22 février sort en livre de poche le tome du coup 3 et 4, mais du coup 2.1 et 2.2 de la Guilde des Ombres. Je vous remets du coup ici la couverture du nouveau, donc du poche. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai tellement parlé dans mes dernières vidéos que je ne vais quand même pas vous faire l'affront de me répéter par rapport à ces livres, par rapport à ces derniers coups de cœur ultimes. Mais voilà, vu qu'il était quand même en sortie ce mois-ci, j'allais quand même pas passer à côté de vous le dire, de vous filer cette info. Donc voilà, comme ça vous avez juste l'info, je ne vais pas être redondante par rapport à ça. Juste lisez-les. Et puis voilà, je vais passer directement à l'autre, sinon vous allez à nouveau me perdre pendant je ne sais combien de minutes. Et j'ai pas envie de vous saouler plus que de vous donner envie. Donc à titre informatif, pour ceux qui ont commencé, sachez que voilà, vous allez poursuivre cette histoire qui se passe quelques années après la fin du tome précédent, mais qui est encore mieux que le reste.
Next. En date du 27 février sort un nouveau Joël Dicker. Et donc ici le titre c'est Un animal sauvage. Hop, petite couverture. Et quand j'ai fait les recherches pour les sorties de ce mois, je me suis rappelé que je devais toujours lire le tome 3 de La vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'avais bouffé. Parce qu'en gros j'avais une de mes amies, donc Lisa si tu passes par ici coucou, qui pareil m'avait scié vraiment pour que je le lise. Et c'était quand même une pavasse. Et à ce moment-là, vraiment, je ne lisais jamais de pavé parce que vraiment, tout ce que j'avais lu, j'avais pas aimé. Ça me rebutait à fond. Et puis elle m'a quand même vraiment tellement tannée que je me suis dit, bon, c'est quoi, ok, on en parle vraiment. J'ai quand même envie de me faire mon propre avis dessus. Et je sais plus, j'ai 700-800 pages, je pense. Et vraiment, je l'ai dévoré le livre. Je n'arrivais pas à le lâcher, etc. C'est un des meilleurs que j'ai lu dans le genre, du coup, des policiers. Et clairement, du coup, après, j'ai acheté les tomes suivants. Et j'ai mis très longtemps à lire, le livre de Baltimore. Je me demandais pas trop pourquoi. Sauf qu'en fait, c'était plus un policier par un thriller ou quoi. C'était juste un contemporain. Et donc, on n'était pas du tout dans la même ambiance. Et ça m'avait clairement cassé. Sauf que là, j'ai toujours le tome 3. Qui est dans ma bibliothèque et qui attend impatiemment. Et je vais bientôt, pareil, le ressortir parce que j'ai quand même relu le résumé aussi avant de tourner cette vidéo, quand j'y ai repensé. Et j'ai lu dans le résumé que ça se passait visiblement en avril, donc je pense que je vais bientôt le sortir au mois d'avril pour être un minimum raccord avec ce qui se passe dedans. Et enfin terminer cette trilogie parce que mon dieu, je le traîne à la chaîne. Mais bref, je pense que le nouveau livre, donc ici Un animal sauvage, n'est pas une suite de La vérité donc sur l'affaire Harry Kéber. Et je pense que c'est un one shot qui est vraiment totalement à part comme il en a pu faire à d'autres moments aussi. Parce que le résumé nous dit: braquage à Genève. Le 2 juillet 2022, deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cousue de rives du lac Léman, Sophie Braun s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit, elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans des petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Franchement, pareil, ce résumé envoie du pâté, les gars. Genre, je sais pas, j'adore en fait quand il donne plein de petits éléments comme ça. J'ai vraiment à chaque fois envie d'en prendre un et de voir ce qui se cache derrière, d'aller plus loin, de pouvoir faire les liens entre eux et tout. Et pour ça, Dicker a une très très chouette plume, en tout cas une très chouette façon d'écrire. J'adore ses schémas narratifs, etc. Et du coup, je l'ajoute direct à ma wishlist et je vais quand même essayer de l'intercaler à un moment ou à un autre, du coup, pas trop éloigné. Je verrai cette année-ci parce que j'ai quand même encore pas mal de livres dans ma palle. Mais à mon avis, plus peut-être l'année prochaine. Là où ça m'ennuie, mais ça c'est vraiment mon côté carré, triqué, je vous jure. Je m'énerve moi-même parfois. C'est qu'il met en juillet. Et en juillet, je suis très loin du mood des policiers, des thrillers et tout. C'est quand même con comme un mot pour réussir parfois à me bloquer, hein, je vous jure. Je vous dis, je m'énerve moi-même, c'est dingue. Donc peut-être que je le mettrai à la fin de l'été, début de l'automne ou début de l'automne quand on a fini l'été ou quoi. Je verrai bien. Mais je me promets à moi-même de ne pas laisser ce livre 20 000 ans non plus dans ma bibliothèque. Parce que franchement, les Joël Dicker sont réputés. Et pour les avoir lus, m'être fait mon propre avis dessus, franchement, la réputation est méritée, je trouve. Donc il y a un moment, juste continue à lire cet auteur parce que tu l'aimes bien, comme ça pourrait être le cas pour Tillier ou quoi. Donc il y a un moment, je les achète vite et je les laisse toujours traîner. Et ouais, ma résolution c'est aussi un peu dans les prochaines années de revenir un petit peu aussi plus au thriller ou quoi. Parce que je sens bien dans mes envies que j'ai envie de plus en plus de trucs plus adultes.
Pas que je crache sur le young adulte ou quoi que ce soit. Mais voilà, mes envies changent au fur et à mesure du temps aussi. Et donc je pense que voilà, je vais à nouveau me tourner un peu plus vers ce genre-là à long terme, on va dire. Et du coup, bah, clairement, là, il intègre ma wishlist au moment où je parle. Et j'espère pouvoir l'en sortir dans pas trop longtemps dans tous les cas. Et on arrive enfin, vous me direz, à la fin de ce mois, donc le 29 février, on ne peut pas plus tard. Il s'agit, vous savez pareil, très sûrement déjà, de l'Empire de Vampire, le tome 2, donc poum, à nouveau petite couverture. Et il fait partie donc de ma 3e préco et de mon 2e relié. Et ouais, ouais. Banquier pas content. Mais à nouveau, c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous lire de toute façon ce résumé-là, on va pas spoiler les gens, on n'est pas ici pour ça. Je suis vraiment ici pour voilà, vous lister le livre qui pourrait vous intéresser autant que moi. Et du coup, bah, j'ai repris le résumé du tome 1, que je vais vous lire de suite avant de parler du reste. Il nous dit « De la Sainte Coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. » 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de batailles légendaires et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Ils me font tellement envie. Les retours sont dithyrambiques dessus, ils sont vraiment incroyables. Comme quoi l'univers est complètement dingue, c'est hyper riche, hyper dense. Mais voilà, tellement bien construit que pareil, il se passe tellement de choses par tome. Après, c'est des bricages aussi, hein, mais franchement, ils me font hyper envie. Et je ne sais plus dans quelle vidéo je vous disais que depuis que j'avais commencé Vampiria de Victor Dixon, voilà, on était à nouveau très loin des vampires de Twilight, etc., que je déteste. Et du coup, je voulais des vampires plus trash, beaucoup plus méchants ou quoi. Et donc on a nouveau on se retourne de cette vibe là et je suis hyper satisfaite de ça. Alors je n'ai jamais lu J. Christophe et là par contre vous le voyez peut-être, je pense qu'ils sont là-bas. J'ai toujours Nevernight, les 3 tomes à lire. Mais pareil, je suis sûre et certaine que je vais les adorer. Je me les réserve clairement pour le prochain Pumpkin. Parce qu'il y a trop de livres que je mets dans Pumpkin. Mais à nouveau, j'ai pas le temps de tout lire. Mais c'est franchement leur année. Et ça va être nickel parce que le temps que je termine cela, pour le Pumpkin suivant, du coup, j'aurai les 3 tomes de l'Empire du Vampire. Sinon, franchement, j'aurais commencé par cela, puis ceci. Mais bref, voilà. Les parutions font que. Et c'est pas plus mal, comme ça, je peux les distiller dans le temps, on va dire. Mais vraiment, j'ai trop hâte de découvrir que ce soit cet univers-là ou l'Empire des Vampires. Parce que vraiment, les retours sont incroyables. Et là, pour le coup, je sais qu'on est déjà beaucoup plus dans du côté adulte. Donc, je pense qu'ils vont clairement répondre à mes attentes actuelles. J'ai vraiment trop hâte. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il n'y a rien à dire façon d'autres vu que je ne les ai toujours pas lus. Mais clairement, il est hyper attendu. Et j'en fais partie des gens qui l'attendent. Alors que j'ai toujours pas lu. Enfin, voilà. Donc je n'ose imaginer l'attente des gens qui ont lu le tome 1 et qui doivent être comme ça. Et voilà, bref. C'est déjà le dernier livre du coup de cette sélection. En même temps, je sens bien que ça fait un petit moment que je parle déjà. Ça fait aussi 10 livres, donc c'est déjà bien assez, je vous disais, pour notre portefeuille, pour les banquiers, etc. N'hésitez pas à me dire évidemment dans les commentaires, comme toujours, si l'un ou l'autre du coup de ces livres vous fait envie. S'il y en a d'autres que je n'ai pas listés et que vraiment vous attendiez absolument ce mois-ci, toujours donc dites-le dans les commentaires, on échangera là-dessus. Et voilà, et pour le petit emoji habituel,
j'ai bien envie de mettre, pas forcément l'argent qui s'envole parce que ça j'ai déjà utilisé dans d'autres sorties. Mais là je crois qu'on va mettre, vous savez, le petit smiley avec le personnage qui sourit mais qui fond là, genre je n'en peux plus. Parce que ça doit être un peu notre état actuel en fin de mois ici. Donc c'est un petit smile qui me fait beaucoup rire et donc je serais très, très heureuse de le revoir dans vos commentaires également. Parce que je pense qu'il illustre très très bien ce mois de février 2024. Et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre du coup, à échanger cette fois-ci pour l'instant par rapport aux sorties ou quoi. Mais voilà, si d'autres choses vous viennent en tête sur lesquelles vous voulez réagir, n'hésitez pas, franchement, les commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre, à échanger, à les lire, etc. Du coup, voilà. Et évidemment, je vous fais plein de bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures, bien évidemment. À la prochaine.